merci à tous les deux. Et donc nous allons maintenant laisser la place à Cécile et Odile pour nous présenter le projet national Femmes et Addiction. Donc bonjour à tous, je suis Cécile Bettendorf, je suis chargée de projet à la Fédération Addiction. Je travaille sur la question des femmes et des addictions depuis 4 ans maintenant. Donc l'objectif en fait de cette séquence un peu introductive, c'est de vous repréciser le contexte global de travail sur cette question-là, voilà, et pour pouvoir aussi également représenter la journée. Donc, je vais peut-être vous se présenter. Bon, je suis Odile, vous avez deviné, puisqu'on nous a présenté déjà tout à l'heure. Donc je suis directrice d'un XAPA en Seine-et-Marne, qui s'appelle APS Contact, qui a plusieurs services. Un service ambulatoire, des appartements thérapeutiques dans lesquels on accueille des femmes avec leurs enfants et aussi des pères avec leurs enfants, une CJC et un service de prévention. Et je suis aussi au conseil d'administration de la Fédération Addiction. Je suis déléguée adjointe au niveau de la région Île-de-France. Voilà. Et j'ai animé avec Cécile, ce dossier sur les femmes. Juste un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas la Fédération Addiction, c'est une... Ah, là ça va merci. C'est une fédération qui rassemble plus de 700 adhérents personnes physiques et plus de 400 adhérents personnes morales, donc des professionnels des addictions qui travaillent dans le secteur sanitaire, le secteur médico-social et la médecine de ville. On promeut une approche médico-psychosociale des addictions et on réalise un certain nombre de productions, donc c'est des guides, des séminaires, des journées, des formations. On a énormément d'informations sur notre site internet www.fédérationaddiction.fr si vous voulez en savoir plus. Donc par rapport au projet Femmes et Addiction, je vais juste faire un petit point pour réexpliquer pourquoi est-ce que l'on s'est intéressé à cette question et plus précisément pourquoi on s'est intéressé à l'approche genrée. Alors le premier fait, c'est que les femmes sont minoritaires dans les centres spécialisés en addictologie. On va dire à la grosse louche 20% de femmes pour 80% d'hommes, même s'il y a des écarts importants entre les files actives des différents établissements. Et donc du coup, depuis la création de ces centres, la clinique est en quelque sorte plus centrée sur les addictions chez les hommes que chez les femmes, même si on ne s'en rend pas forcément compte, puisque de fait, ils sont majoritaires dans la file active. Pourtant, c'est un sujet donc, qui est quand même étudié, alors, surtout à l'étranger d'abord, et un certain nombre de différences ont été objectivées entre les hommes et les femmes en matière de conduite addictive. Je n'ai pas le temps de les détailler, mais vous verrez tout ça dans le guide qui va sortir très bientôt. Il y a eu des expériences aussi qui ont été réalisées à l'étranger, donc principalement, je vous ai remis quelques pays, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, en Suisse, en Suède, etc. En France, il y a des expériences qui existent. Elles ne sont pas très nombreuses. Quelques structures pionnières ont commencé à travailler cette question-là dans les années 80. On peut citer peut-être le Centre Horizon à Paris, qui était un peu le précurseur. Voilà. Voilà. Et puis ensuite, par exemple, la boutique 18 et le CARUD Réduire les risques à Montpellier, donc qui sont des centres de réduction des risques, plutôt dans les années 90, qui ont commencé à travailler cette approche différenciée homme-femme. Alors, je passe la parole à Odile pour l'historique. Historique. Donc, comme on vous a annoncé tout à l'heure, précédemment, en 2009-2010, la MILDT de l'époque a lancé des appels à projets pour ouvrir des expérimentations sur l'accueil des femmes, particulièrement des mères, donc des accueils non mixtes en CARUD et aussi en XAPA, des consultations avancées pour les femmes au niveau dans les CHRS et des équipes mobiles sur la parentalité.
Et en même temps, au niveau de la région Île-de-France, on a créé un groupe de travail sur cette question de l'accueil des femmes uniquement au niveau de la région Île-de-France. Et on a procédé à un questionnaire, on a interrogé un certain nombre de nos collègues, aussi des XAPA et des CARUD, pour savoir comment ils accueillaient les femmes, si pour eux c'était un patient comme un autre, un homme comme un autre, ou s'ils avaient déjà organisé des choses spécifiques pour l'accueil des femmes. C'est une question qui a été un petit peu houleuse parce que pour certains, c'était incongru pour eux cette question. Donc c'est quand même quelque chose qui ne tombe pas sous le sens. On était bien sur la question des femmes et pas sur la question des mères. On voulait se détacher de la question de la maternité et que juste avoir un focus de la femme à travers son ventre. On voulait se dégager de ça. Et donc, 2 ans après, ce projet a été repris au niveau national par la Fédération Addiction. Et donc, on a travaillé sur un certain nombre de questions autour de l'accompagnement des femmes. Donc, on a fait un repérage auprès des XAPA et CARUD au niveau de la France qui réalisaient des expériences spécifiques pour l'accueil des femmes, qui a pu donner une base d'expérience en ligne avec des fiches et qui sont toujours consultables, c'est-à-dire que ça permet à chacun d'entre nous qui voulons créer des accueils particuliers de pouvoir voir ce que les autres ont pu faire et les expériences qu'ils ont pu créer dans leur centre. Il y a eu aussi, tout à l'heure Cécile faisait allusion aux expériences à l'étranger, et donc la Revue internationale de littérature a été créée par IAC, qui est de Toulouse. IAC. Et c'est aussi très intéressant, c'est toujours aussi consultable. Et ça permet aussi de voir comment on est un petit peu en retard sur cette question-là. On a élaboré aussi une brochure de 6 pages qui permet d'accompagner les professionnels qui auraient envie de créer des espaces spécifiques, quel que soit le projet. C'est quelques idées, quelques conseils. Voilà. Et puis on a participé, donc on l'a déjà dit, à la revue, à la relecture de ce guide, et qui est aussi très intéressant, qui a été édité par le RESPAD, qui l'a réédité. Donc si ça vous intéresse, vous adressez au RESPAD, c'est gratuit. Voilà. Et ça, par contre, ça concerne uniquement les femmes et la grossesse. Et puis voilà pourquoi on est aujourd'hui ensemble, parce que en 2013, on a obtenu la possibilité de travailler un petit peu plus loin que ce qu'on avait déjà fait autour de ces stages, pour réaliser un repère, ce qu'on appelle repère dans la collection, l'une des collections que la Fédération édite, pour élaborer des recommandations sur les pratiques. Alors là, carrément, du tout venant, c'est-à-dire dans n'importe quel centre, comment on pourrait accueillir les femmes autrement sans même avoir eu l'idée de faire un accueil spécifique. Et puis, donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir diffuser auprès des équipes ces recommandations. Et on a, pour ça, approfondi des questions qu'on a un petit peu mis en focus, dont Cécile va vous parler tout à l'heure, pour aller au-delà de quelque chose de généraliste. Voilà. Et donc on a procédé aussi par d'abord un questionnaire qu'on a diffusé sur l'ensemble des établissements XAPA et CARUD, pour savoir comment ils procèdent. Comment ? Les abréviations, on ne connaît pas forcément Les abréviations. XAPA, CARUD. C'est là. Alors les XAPA et les CARUD, c'est les centres de soins d'accompagnement de prévention en addictologie.
Donc ce sont des centres qui sont spécifiquement créés pour accueillir des personnes qui souffrent de problèmes d'addiction, quelle que soit l'addiction. Alors ça peut être des addictions illicites, comme les drogues, ce qu'on appelait les drogues autrefois, la toxicomanie, mais aussi les addictions d'alcool et de tabac, et aussi des addictions sans substance. Donc c'est vraiment toutes les addictions. Et les CARUD, ce sont des centres qui sont spécifiques pour accueillir des personnes qui ont aussi des problèmes d'addiction, mais qui ne sont pas forcément dans l'idée de se soigner, de faire une démarche de soins, mais simplement demander un peu qui sont encore dans l'activité de leur addiction. Alors c'est surtout au départ des centres qui étaient ouverts aux personnes qui avaient des problèmes d'addiction aux produits illicites, des drogues. C'est pour ça qu'on dit usagers de drogue, mais c'est aussi ouvert aux personnes qui ont des problèmes d'alcool, puisqu'on rencontre aussi beaucoup de consommateurs polytoxicomanes, donc ils utilisent beaucoup de produits à la fois, donc on ne fait pas une sélection au niveau des CARUD. Dans ces CARUD, ils peuvent bénéficier d'aides basiques comme une douche, avoir un café, passer une journée, se reposer. Voilà. Et puis aussi, s'ils ont envie de pouvoir accéder à de la substitution, ou enfin, pas la substitution, du matériel voilà, de réduction des risques. C'est plus clair? Donc pour revenir à notre travail, on a donc, au-delà de ce questionnaire, on a procédé avec des groupes d'échange où on a invité un certain nombre de professionnels du secteur, mais hors secteur, qui étaient concernés par la question des femmes. Donc, d'une façon très large, on a eu par exemple des CHRS qui accueillent des femmes qui subissent des violences, on a eu des associations dans le cadre de la prostitution, voilà, des gens de la PMI, de l'ASE, enfin c'est très large. L'idée c'était de pouvoir associer les partenaires à réfléchir avec nous sur des questions thématiques. Et puis aussi on a eu des entretiens individuels au téléphone pour ceux qui n'avaient pas pu se déplacer. Et on a aussi fait participer d'une façon très active les femmes elles-mêmes concernées par le biais de l'association Psychoactif, qui est une base de données en ligne. Un site avec des forums. Excusez-moi. Pour les personnes usagères de drogue, consommatrices de substances. Voilà, qui s'appelle Parole de femmes, parce que dans leur forum, il y a un forum spécifique pour les femmes, qui était très riche, et avec qui on a pu bien travailler. D'ailleurs, cet après-midi, on va vous en parler. Et puis, l'association ASUD, par le biais de leur journal, on a fait un appel à témoignage. Et puis une enquête. Et une enquête. Une enquête dans les structures. Donc, certains centres ont accepté de diffuser un questionnaire auprès des femmes qui l'accueillaient. On a reçu 96 questionnaires. On leur demandait un peu ce qu'elles en pensaient, justement. Est-ce que pour elles, il y avait des différences entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'elles avaient l'impression d'avoir des besoins spécifiques? Voilà. Et puis, on a aussi interviewé des experts pour aller un peu plus loin encore dans notre recherche. On a organisé aussi des journées régionales, donc à Marseille, à Besançon et à Rouen. Et la dernière est à Toulouse, c'est aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'elle a été un petit peu reculée dans le temps à cause de différents problèmes qu'on a rencontrés. Et voilà, mais on a enfin pu vous réunir aujourd'hui. Et puis on est donc dans la rédaction du guide qui est pratiquement terminée, qui a été une rédaction en lien avec le COPIL, puisque ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y avait aussi un COPIL qui avait été désigné et coopté pour suivre tout le long le travail, qui était issu de professionnels qui
venaient de toute la France, c'était pas que des Parisiens. Et puis, donc cette relecture est en lien avec ce copil et aussi en lien avec les financeurs du projet, donc la MILDEC, la DGS et la DGSE. Non, Si, DGCS. DGCS, qui est en lien avec les droits des femmes. Donc le guide va paraître nécessairement qu'il n'est pas encore dans les rotatives, mais presque. Voilà. Donc Cécile va vous expliquer un petit peu en quoi consiste ce fameux guide. Voilà, donc j'ai évidemment pas le temps de vous parler de l'ensemble du contenu. Je vais vous faire une présentation assez succincte. Et puis je vous invite à découvrir le guide lorsqu'il sera apparu, puisqu'il sera disponible gratuitement en ligne hein, sur notre site. En fait, nos guides sont téléchargeables librement. Et puis on va l'éditer évidemment en version papier également. Alors, par rapport à ce travail, il y a un certain nombre on va dire de principes, de partis pris qui ont guidé notre réflexion. La première, c'est que être une femme ne se réduit pas à être mère. Et du coup, on a cherché à être plus large que la question de la maternité et de la grossesse, la maternité et la grossesse étant déjà des questions relativement bien identifiées par les professionnels des addictions. Donc, on a essayé de réfléchir à des questions de représentation sociale, à des questions, je vous en parle un petit peu plus loin, voilà, qui peuvent concerner plus les femmes que les hommes. Ensuite, on a souhaité avoir une approche médico-psychosociale de l'addiction au prisme du genre. C'est-à-dire que dans ce guide, on a cherché à aborder les questions physiologiques, peut-être des choses plus du domaine psychologique et des choses du domaine des représentations sociales. On n'est pas un organisme de recherche, donc on a travaillé en essayant d'intégrer justement les apports de la recherche. C'est pour ça qu'on a eu cette revue internationale de littérature, qu'on a eu un certain nombre de lectures et de documentation qui a permis d'enrichir le guide. Ceci dit, on a travaillé avec une méthodologie très précise, hein, vous avez vu des groupes d'échange, etc., des questionnaires, etc. Alors, en fait, on s'est posé des questions autour, parce que très vite est venue, a été mis en exergue la question des inégalités hommes-femmes. Puisque finalement, on s'est rendu compte que les femmes ayant des conduites addictives sont des femmes comme les autres, et qu'un certain nombre de spécificités n'étaient pas forcément liées à l'addiction en elle-même, mais plutôt aux inégalités hommes-femmes qui traversent la société et qui traversent toutes les personnes de la société. Ceci dit, on sait bien que les professionnels des addictions ne sont pas, c'est pas leur mission première que de réduire les inégalités hommes-femmes. Donc on a essayé d'articuler ces deux choses et de voir en quoi les professionnels des addictions et leurs partenaires de travail, qui peuvent aussi être concernés, pouvaient être attentifs à ces questions d'inégalité hommes-femmes parce que ça va avoir un impact sur le public qu'ils reçoivent. En fait, on s'est rendu compte que les situations d'addiction, c'était comme une sorte d'effet de loupe par rapport à certains phénomènes d'inégalité. Il faut savoir aussi que le public qui est accompagné dans les centres de soins ou de réduction des risques, c'est un public spécifique. C'est-à-dire que c'est quand même un public qui a des difficultés économiques, sociales, psychiques, plus que dans la population générale. Et du coup, ça biaise forcément le regard des professionnels parce qu'il y a peut-être des publics qui voient moins, comme des femmes mieux insérées. C'est quelque chose qu'on a essayé, donc déjà on l'a dit clairement au début du guide, et puis on a essayé de le on va dire, contrebalancer en travaillant avec Psychoactif, puisque sur Psychoactif, c'est des femmes souvent bien insérées qui peuvent échanger par rapport à leur situation. Mais on sait que notre regard est un peu biaisé, on va dire. Donc les femmes présentant des conduites addictives sont avant tout des femmes comme les autres. Dans ce guide, ce sont des problématiques que peuvent rencontrer les femmes en général. Simplement, les femmes ayant des conduites addictives peuvent y être plus souvent confrontées. Et puis, dernière chose, on a été confrontés à
c'était difficile de trouver un équilibre entre le fait de reconnaître que les femmes peuvent être plus victimes que les hommes de certaines inégalités, par exemple les violences conjugales et sexuelles, par exemple les situations de prostitution qui concernent quand même beaucoup plus un public féminin que masculin, etc. Donc de reconnaître un statut de victime et en même temps de ne pas verser uniquement dans ce statut de victime et aussi de mettre en valeur des ressources, voilà, ne pas réduire les personnes uniquement à ça. On a essayé de trouver un équilibre dans les guides, on espère y être relativement parvenu. Voilà. Le guide aborde un certain nombre de points, un état des lieux statistique, la question des représentations sociales sur le genre, ça nous a semblé essentiel de commencer par là. Ensuite, 2 chapitres sur la question du aller vers, puisqu'on a du mal à rencontrer les femmes, puisqu'elles sont un peu moins nombreuses dans les centres qu'elles ne pourraient l'être au regard des statistiques, en fait, des prévalences des conduites addictives dans la population générale. Voilà, il nous a semblé important de réexpliquer peut-être comment les rencontrer plus facilement. Et puis la question de la mixité, puisque dès qu'on parle des femmes, en fait, tout de suite vient sur le tapis la question de la mixité. Est-ce qu'on doit faire des espaces pour elles ? Est-ce qu'il faut les protéger des usagers hommes avec lesquels les relations ne sont pas toujours faciles dans les accueils collectifs ? Ensuite, on a eu un certain nombre de fiches autour des spécificités des parcours de vie féminins, c'est comme ça qu'on l'a appelé. On a traité la question de l'estime de soi, parce qu'il semblerait que les problématiques ne soient pas tout à fait les mêmes du côté des femmes et du côté des hommes. La question de la santé sexuelle et de la contraception, même si cette question, évidemment, ne concerne pas uniquement les femmes, elle est quand même très souvent abordée du côté des femmes, en fait. Les violences subies, les situations de prostitution, la vie professionnelle, puisque nous nous sommes intéressés au lien entre la façon dont les femmes et les hommes vivent, on va dire dans le contexte professionnel, et leur consommation de substances. Et on s'aperçoit qu'il peut y avoir des différences. La précarité économique, puisque les femmes ont un risque de précarité économique accru par rapport aux hommes. Les références culturelles, là on souhaitait aborder ce chapitre sous un angle assez large. Et puis en fait, ça a été très compliqué de rassembler des professionnels autour de ces questions-là. On s'est du coup centré sur la question des migrations, des femmes migrantes. C'est une population que les centres ont du mal à rencontrer. On aurait aimé aller plus loin. On a fait ce qu'on a pu avec nos moyens. On va continuer. Et puis la question des jeunes femmes, c'est-à-dire toute cette évolution des consommations chez les jeunes, le fait qu'effectivement, il y a une tendance au rapprochement entre les garçons et les filles, à l'adolescence et chez les jeunes adultes. Il y a toujours un écart, il y a toujours des fonctions sociales un petit peu différentes. Par exemple, les filles vont être peut-être un peu plus souvent sur des fonctions de gestion, des soirées festives, etc., alors que les garçons vont peut-être être moins dans ce type de fonctions. Enfin, voilà, on a essayé de synthétiser un certain nombre de travaux, de propos de chercheurs sur ce sujet. En tout cas, ça interroge par rapport à la suite, c'est-à-dire ça interroge par rapport au public que les centres accueilleront peut-être dans 10 ans ou 15 ans. Et puis ça interroge la prévention et l'intervention précoce tout de suite maintenant. À propos de ces jeunes filles en milieu festif, on voit une évolution depuis qu'on a commencé le travail à travers les témoignages des équipes mobiles qui vont sur les rêves parties, etc. Une évolution sur le comportement des jeunes filles dans ce milieu-là. Donc ça évolue très très vite. Dans quel sens? C'est qu'avant, elles étaient en retrait, elles n'étaient pas participantes, alors que maintenant, elles participent d'une manière... peut-être que tu pourras nous en parler. Bon, alors on en parle tout à l'heure. Donc ensuite, la grossesse et la maternité et les spécificités physiologiques. En fait, je vois qu'il reste 10 minutes, donc je vais avancer un petit peu plus vite. Je suis un peu bavarde, désolée. Alors, on vous propose, en fait, on ne va pas tout balayer, je vais vous parler de 6 thèmes, si j'ai le temps. Qui nous ont semblé plus en lien avec la journée ou en tout cas incontournables.
Le premier thème, c'est les fameuses représentations de genre, qui introduisent un peu le guide, puisque c'est pas une nouvelle que de vous dire que le regard qui est porté sur les femmes consommatrices excessives de substances est plus difficile que celui qui est porté sur les hommes dans les mêmes situations. Donc parce que ça correspond à une image de femmes fragiles, de femmes déchues, voire de femmes émancipées, et donc qui potentiellement peut remettre en question le statut des hommes. Donc on a quand même bien détaillé ces représentations dans le guide. Et du coup, par conséquent, le fait de consommer, c'est quelque part perdre la capacité de prendre soin. Or, la capacité de prendre soin, c'est quand même une fonction, on va dire, qui est quand même très attendue de la part des femmes, dans la société française aujourd'hui encore. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a cette espèce d'antinomie. Ces représentations négatives, elles sont intégrées par certaines femmes, pas toutes. Il y a des différences, c'est-à-dire que il y a des différences notamment, par exemple en milieu festif, il semblerait que ce ne soit pas forcément des représentations valables. Si les femmes sont dans des consommations, on va dire, maîtrisées, contrôlées, festives, etc., ça peut être au contraire un élément d'identité, un élément de fierté, le fait de consommer. Par contre, il peut y avoir des femmes qui sont en grande difficulté économique, psychique, sociale, et là, elles peuvent intégrer ces représentations et se considérer comme telles. Ces représentations, elles sont présentes chez les professionnels. On les a rencontrées en 2010 en Île-de-France par l'étude qui a été faite dans les centres de soins et de réduction des risques. On ne s'en rend pas forcément compte. Ça peut être par le fait de s'interroger sur la question des différences d'accueil homme-femme uniquement au moment de la grossesse, uniquement à ce moment-là et pas forcément en amont. Ça peut être le fait de se concentrer sur la question uniquement de la grossesse et de la prostitution. Ça, c'est des choses qu'on a pas mal rencontrées aussi. Et puis, oui, je crois que c'est tout. Sur la question aussi de l'égalité, c'est-à-dire que pourquoi on va mettre en place des accueils spécifiques pour les femmes alors qu'il n'y a pas de raison, puisque l'homme et la femme doivent être égaux. Donc, au niveau de l'accueil doit être fait de la même manière. Voilà. Oui. L'homme, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme au niveau des droits. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse organiser un accueil spécifique pour remettre la femme dans une particularité. Et puis, du côté des professionnels, il y a aussi le fait qu'ils ne se comportent pas tout à fait, ils n'utilisent pas les mêmes mots avec les femmes et avec les hommes qu'ils rencontrent. C'est des choses dont ils ne se rendent pas forcément compte au quotidien, mais qui peuvent émerger lorsqu'on travaille en équipe sur ces questions-là. Donc, dans le guide, on vous propose quelques outils pour travailler les représentations. Voilà, je ne vais pas les détailler là, mais ça peut être des rencontres dans l'équipe, ça peut être le sujet de réunions spécifiques, peut-être entre structures, entre professionnels de l'addiction et partenaires, etc. etc. C'est aussi de réfléchir sur la question du genre. Tout à fait. Deuxième focus, donc la santé sexuelle et la contraception, puisque consommer des produits influence, en positif ou en négatif, la sexualité. Et on a quand même un lien fréquent entre conduite addictive, absence d'estime de soi et absence de sexualité épanouie. Alors, je dis un lien fréquent, c'est pas automatique et systématique, mais c'est quelque chose qui a été remarqué quand même par un certain nombre de professionnels. Et puis, évidemment, dans des contextes de précarité sociale, économique et psychique, c'est compliqué de se préoccuper de contraception. C'est compliqué de penser à se protéger. Voilà, c'est quand même des facteurs qui ne favorisent pas la santé sexuelle et une contraception régulière. Donc, nous pensons qu'il faut aborder la santé sexuelle et la contraception dans l'accompagnement global de la personne, au même titre que l'accès aux soins, l'accès aux droits, etc. Et donc, dans le guide, on vous propose des préconisations pour améliorer l'information des personnes qui viennent dans le centre, pour accéder à la réduction des risques sexuels, pour accompagner vers peut-être des consultations en gynécologie, voire en proposer, s'il y a des ressources dans les centres, ça peut se faire, et puis parler de contraception. Voilà. Troisième focus. Alors, ça peut
sembler un petit peu éloigné du thème de la journée, mais ça nous semble très important d'en parler parce que ça fait l'objet d'un gros chapitre, ça fait l'objet de débats et c'est important sur la question des femmes et de l'accueil des femmes. C'est la question des violences et du psychotraumatisme. Puisque vous savez peut-être que les femmes sont 3 fois plus nombreuses que les hommes à subir des violences sexuelles et des violences conjugales, et que certains professionnels des addictions d'ailleurs ont écrit sur le sujet, il y a un lien avec les situations d'addiction assez fréquemment. C'est pas automatique, mais c'est très fréquent. Puisqu'il peut y avoir des situations de psychotraumatisme, donc le fait d'avoir vécu ce type de violence peut susciter des états de stress post-traumatique, il me semble que c'est comme ça qu'on dit, et donc du coup une recherche de dissociation entre on va dire le psychisme et le corps. Vous dites que tu m'arrêtes si je n'utilise pas les bons mots. Et donc du coup la consommation de produits elle sert à supporter ce vécu de violence. Et puis il y a aussi le fait de, notamment pour ceux qui consomment des drogues illicites, les femmes peuvent être victimes, enfin en tout cas d'un certain nombre de violences spécifiques dans le milieu du trafic. Donc on propose un certain nombre de préconisations, je ne peux pas les détailler, mais vous les lirez très bientôt. Donc favoriser le repérage et la parole autour des violences dans les centres, même si ce n'est pas forcément la mission première des centres. Anticiper les situations d'urgence, parce que les centres peuvent être souvent confrontés à des situations d'urgence, des femmes qui viennent de subir des violences. Se former aux spécificités des violences conjugales pour éviter d'être, on va dire, démunis le jour où on se retrouve dans ce type de situation, et c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Adapter la prise en charge thérapeutique à la question des violences, donc se renseigner sur ce qui existe en termes de thérapie, peut-être un peu innovante, et puis aider la femme à faire valoir ses droits, l'accompagner dans le dépôt de plainte, éventuellement si elle le souhaite. En tout cas, lui expliquer les procédures et l'accompagner dans ces démarches-là. Et là aussi, chercher autour de soi s'il y a des centres spécialisés dans l'accueil de ces problèmes-là. Donc, il y a des centres, entre autres les CHRS, qui sont spécialisés dans l'accueil des femmes qui subissent des violences, et c'est très intéressant de pouvoir tisser des liens avec eux. Dans les violences d'ailleurs, parce qu'eux-mêmes aussi accueillent des personnes, des femmes qui ont des problèmes d'addiction. Donc c'est très enrichissant de pouvoir échanger nos pratiques. Donc je vais accélérer un petit peu. Donc là je passe à la partie grossesse et maternité proprement dite, puisque même si on ne voulait pas faire un guide uniquement dédié à cette question, évidemment on l'a abordé. Donc déjà, premier focus, quels enjeux ? L'enjeu de la pression qui pèse sur les femmes, on en a parlé déjà dès l'ouverture, puisque la consommation de la maternité semble a priori incompatible pour la femme elle-même, pour son entourage, pour la société, pour certains professionnels. Voilà, en tout cas ça pose question. Les professionnels rencontrent de vraies difficultés par rapport à ça. À la fois les professionnels qui ne sont pas spécialisés dans les addictions, mais aussi les professionnels des addictions, puisque c'est un temps qui est resserré pour l'accompagnement. On a voulu mettre en exergue l'importance d'avoir un accompagnement collectif et concerté, et je pense que cette journée c'est vraiment emblématique de ça, c'est-à-dire que ce n'est pas les professionnels des addictions tout seuls qui vont pouvoir tout faire, évidemment. Et à l'inverse, la même chose pour les professionnels du côté maternité, protection de l'enfance. Il faut travailler ensemble. Et travailler en réseau, c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir un filet, enfin on va dire de tisser un soutien, quoi, un soutien pour la personne. La nécessité de réintroduire de la parole en amont de la grossesse, autour du désir de grossesse, du désir d'enfant, avant que la femme soit enceinte, en parler avec la personne, lui laisser un espace pour ça. Mettre à disposition de l'information sur les différentes formes de contraception et en faciliter l'accès, ainsi que le suivi gynécologique. Et puis communiquer bien sûr sur les risques qui sont liés aux consommations de produits pendant la grossesse. Alors, si je peux rajouter, quand on parle de désir de grossesse, ce que tu dis, il faut en parler avant, on peut en parler aussi pendant, voilà, parce qu'après, savoir si la femme qu'on a en face de soi est certaine de vouloir garder l'enfant, on peut aussi accompagner dans le cadre de nos attributions vers une IVG, par exemple. Ensuite, donc, on a fait un chapitre sur la grossesse elle-même et sur l'accouchement.
où on rappelle les effets des consommations sur la grossesse et sur l'enfant. Oui, pardon. Oui, je sais, il faut qu'on accélère. La grossesse, en fait, est une fenêtre thérapeutique pour le soin des addictions parce qu'un certain nombre de femmes peuvent avoir l'impression que voilà, elles vont s'en sortir à ce moment-là. C'est un peu l'idée d'une porte de sortie. Et pour les professionnels, il y a une accélération du temps puisque voilà, il faut accompagner vite, il faut trouver des soutiens rapidement pour la personne. Donc on a rappelé un certain nombre de préconisations, c'est très bien documenté sur cette question, on va en parler toute la journée. Améliorer la gestion du stress dans les équipes, un préalable. Accompagner la personne avec la cuillère réseau, ce que je disais tout à l'heure. Sécuriser toutes les questions d'hébergement et de droit aux ressources pour essayer de créer un environnement favorable à l'arrivée de cet enfant. Prendre en compte l'entourage, associer le futur père, si la femme le souhaite, voilà, etc., etc. Est passée. C'est la question de la parentalité. Alors on peut se dire pourquoi est-ce qu'on traite de la parentalité dans un guide qui est sur la question des femmes. La parentalité concerne aussi les hommes. Aujourd'hui encore, quand on parle de parentalité, on pense aux femmes. Et c'est une question qui est plus souvent posée du côté de la mère que du père. Et c'est pour ça qu'on a souhaité l'aborder dans ce livre. Donc il y a la question de la mauvaise mère, on va y revenir dans la journée, toutes les peurs qui peuvent être autour de ces situations, les risques pressentis, voilà, tous les taillages que les professionnels peuvent mettre en lien, peuvent créer autour de ça, de ces situations-là. Le travail spécifique avec la protection maternelle infantile et l'aide sociale à l'enfance, puisque c'est, à notre avis, un incontournable pour ces situations. Et c'est un partenariat qui est complémentaire. Voilà, il faut arriver à se parler, à travailler ensemble pour pouvoir soutenir au mieux la personne. On évoque, oui, pardon. Comme c'est incontournable aussi d'avoir travaillé avant la naissance, avec les services de maternité et de pédiatrie. Mais Claude va vous en parler. Voilà. On aborde dans le guide les questions d'accueil relais, puisqu'il y a le placement, mais il n'y a pas que le placement, il y a une palette de possibilités pour aider les parents. Donc on essaie de refaire un point là-dessus. Et puis on a terminé sur la question de la présence des enfants des usagers dans les centres, parce que c'est une réalité invisible. Et pourtant, beaucoup de centres en fait, accueillent des enfants, alors qu'ils n'ont pas forcément pensé la question au préalable. Ça leur pose des questions, ça leur pose des difficultés. Et donc on a eu toute une partie là-dessus. Voilà. Juste, si je peux rajouter à propos de ces enfants, c'est vrai qu'on les appelle invisibles parce que le travail qui est fait auprès de ces enfants, les enfants des patients qui viennent dans le centre, n'est pas vraiment reconnu, mais je m'adresse à la DGS entre autres, parce que autrefois, dans les rapports d'activité, il y avait des questions autour des enfants du patient, et ces questions-là n'existent plus. C'est un petit peu dommage parce que du coup, ça n'incite pas à cette prise en compte qui nous occupe quand même beaucoup. Et au Ile-de-France, on est en train au niveau de la région Ile-de-France, de la fédération, on est en train de travailler sur cette question-là avec un petit groupe. Et c'est une question aussi qui remue beaucoup les équipes. Et aussi, concernant la question des femmes et des mères, ça fait des années malgré tout qu'au niveau de la fédération, on se préoccupe de cette question-là et on a depuis très longtemps au programme de formation, deux formations sur la question des femmes et la question des mères, donc les merveilleuses, et la question de genre qui est plus du côté de la prise en compte des femmes. Je vous incite à regarder dans notre programme. Voilà, donc c'était pour introduire cette journée. Je vais laisser la place aux intervenants de la plénière du matin.